on n'a qu'une bonne nouvelle en fait. Non, non, on est avec vous. On est avec vous le temps que vous voulez. Si vous avez envie de partager vos réactions, vos émotions, vos questions, tout ce que vous voulez, on est avec vous et ce sera un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas si vous voulez dire quoi que ce soit. Julien qui est ici avec un micro au bout de sa main. C'est le meilleur. Il est là, donc voilà, il y a un monsieur qui lève la main. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. S'il y en a qui veulent partir, rentrer chez eux aussi, vous inquiétez pas, on ne se tient pas en otage, personne ne va dire ah putain il est parti. Sentez-vous libre. Bonjour, d'abord félicitations pour le film. J'ai une première question, moi c'est comment on décide de faire un premier film qui est à la fois politique dans plusieurs pays, qui va être aussi une comédie, qui va être un film en costume parce que c'est les années 70-80. C'est se mettre quand même beaucoup d'obstacles pour arriver au bout d'un film qui est très réussi, mais c'est quand même une première idée un peu folle. Ouais, c'est ambitieux. C'est vrai que c'est ambitieux. Mais si tu donnes au public ce qu'il attend, au mieux tu lui fais plaisir. Si tu essaies de le surprendre, il peut ne pas adhérer, mais s'il adhère, regarde, ça provoque ça. Et ça n'a pas de prix en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça. Et surtout que cette histoire... En fait, je voulais parler de cette histoire depuis très longtemps. Mais j'attendais d'avoir les moyens de faire du cinéma pour en parler parce que c'est pas une thématique que je pouvais évoquer sur scène en spectacle. C'est trop dense, c'est trop compliqué, ça mérite un film. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que déjà, c'est personnel, c'est sincère, il n'y a pas d'effet dedans. Tout vous est livré sincèrement. L'histoire est dramatique, mais le fait d'en parler avec humour, je trouvais justement que ça rendrait l'histoire plus audible, en tout cas plus accessible, et que voilà, c'est tombé un moment parfait. Il y a eu un alignement des planètes, effectivement, et costume, et effectivement c'est un film d'époque aussi, et puis il y a une dimension, comme c'est une histoire vraie, il y a une dimension aussi sociale dans l'actualité, sincère, et tout ça faisait que c'était une évidence, il fallait faire ce film comme ça. Prochaine. Bonjour. Bonsoir. Donc merci beaucoup pour votre film. Ce qui est drôle, c'est que donc, tout l'humour qu'on connaît de Bref, de votre spectacle, est là. À quel point c'est différent d'écrire pour un film que d'habitude le spectacle, parce que voilà, c'est aussi drôle que le spectacle, donc en plus. Ok. Non, mais je vois que c'est des gentils, mais tu t'enfonces. C'est plutôt des spectacles. Enfin, non, pas plus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, mon spectacle, en tout cas, comme moi je l'envisage, je détruis le mur qui est entre le public et moi sur scène. Donc le spectacle se passe dans toute la salle et je suis en interaction et je suis je suis frontal au public. Si quelqu'un se lève et va aux toilettes pendant que je suis en train de parler, je vais m'arrêter, je vais dire qu'est-ce que tu fais, où tu vas, on va parler. Si quelqu'un agit bizarrement, je vais interagir dessus. Et voilà, le spectacle se passe ici avec nous. Ce film surtout, c'est un film sur mes parents, donc il devait être à l'image de mes parents. J'ai 33 ans, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser une seule fois. Je sais qu'ils l'ont fait, parce que je suis là. Mais si je suis pas là, j'ai pas de preuves. Du coup, je pouvais pas faire un film avec de l'humour noir, ou des blagues sexuelles, ou des trucs que je peux faire en spectacle et que j'assume et que j'adore. C'était un film pour eux, donc c'est plein de pudeur, même si Leila et moi... tout le monde nous dit que ça se voit dans le film, il va te faire rejeter, il s'aime d'un amour fou, indestructible, mais pourtant, il n'y a pas de « je ferai tout pour toi jusqu'à la fin de ma vie », il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était tout en pudeur, tout en finesse, il fallait faire ce film de cette manière-là, et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire de cette manière-là, et la différence avec le one man, elle est là en fait, c'est que le one man, tu t'adresses à une foule, c'est un instant, c'est maintenant, et ce sera plus jamais la même chose. Le film, il faut faire quelque chose qui puisse durer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il faut que quand les gens le voient, même chez eux, ou n'importe où, dans un avion, sur une télé, il faut qu'ils ressentent la même chose. Donc il faut écrire dans cette optique-là, c'est complètement différent. Si tu ne comprends pas, tu me dis, n'hésite pas, Non, je parle aussi.
Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à tous, bravo pour le film et merci beaucoup, beaucoup d'émotions et d'humour bien dosé. Et en fait, j'avais une question très générale. Comment s'est orienté le choix des acteurs en dehors de la ressemblance physique? Pourquoi un tel plutôt qu'un tel, sachant qu'on peut les grimer, on peut les maquiller, on peut jouer avec le physique du visage, avec pourquoi un tel plutôt qu'un tel, sans rentrer dans des choses confidentielles, mais pour quelle... Parce qu'il avait une mycose, non, c'est que tu veux qu'on dise. Non, il n'y a rien de confidentiel. Non, j'entends pas. Non, mais en fait, non, très Et à sincèrement. propos, je fais une petite parenthèse, dans Bref, je vous adore. Oh, t'es adorable, merci. Génial, génial. Merci, c'est adorable. Pourquoi en fait, vous l'avez vu, le film est constamment sur un film entre humour et drame. Et donc, je voulais des comédiens qui soient crédibles dans les deux et réputés dans les deux. Et je voulais être rassuré, je voulais que si je demande à un comédien de vendre une vanne, et ben, il puisse bien me la vendre. Et si je demandais de faire passer une émotion, d'être dans quelque chose de plus touchant, qu'il puisse le faire également. Et tout le casting s'est inventé comme ça. C'est que des gens qui sont sur le fil en fait, tous. C'est le propre d'un acteur? Oui, mais après t'as des... Ah, tu veux que je dise pour chaque acteur pourquoi? Non mais je peux te dire, dis-moi. Les deux autres, donc je commence par Léla. Ah non, parce que tu m'obliges. Mais vas-y, je le fais. Mais je vais le faire quand même, ça me fait plaisir. Alors, pourquoi Leïla? Leïla, je l'ai vu dans une émission de télé, je l'ai dit souvent en interview, je l'ai vu chez Ruquier et elle balance une vanne. Et puis, les gens rigolent, et puis un mec qui dit un truc, il la vexe un peu, puis tu sais, je la vois faire... comme ça. Et en même temps, après, je la vois chercher une vanne, elle regarde autour, et voilà, j'ai vu la malice, j'ai vu l'intelligence, j'ai vu la finesse, j'ai vu le... Je vais te piquer, tu vois, j'ai vu ça, j'ai vu la mauvaise foi, j'ai vu tout ça en elle, et j'ai dit c'est ma mère, c'est pas possible. Et puis après, quand on regarde la filmographie de Leïla, on voit quelques films où elle a un tempo comique, où on sent qu'elle peut vendre des vannes, et puis de l'autre côté des trucs très touchants. Et puis voilà, elle est parfaite pour ce rôle. Et c'est pareil pour Gérard, c'est pareil pour Zabou. Astier, c'est pareil. Je suis un grand fan de Kaamelott, et dans Kaamelott, il y a des grosses vannes. Il y a des moments très touchants aussi, où vers la fin, on sent que le personnage du roi Arthur, il tombe en déchéance, et il y a tout un processus où on le voit dépérir au fur et à mesure. Donc moi, il me touchait aussi. Michel Vuillermoz de la Comédie Française, le mec c'est un monstre, voilà, il n'y a rien à dire. Tous, je les ai choisis sur cet axe-là en fait. Voilà. Ça te répond? Super. Merci à toi. Ah, t'as lancé des claps, mais il n'y a pas eu de... Bonsoir, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais savoir deux questions. Est-ce que vous avez tourné en Iran et est-ce que les deux, vous avez déjà été en Iran pour connaître le pays de vos parents? Ou Leïla, si vous avez été en Iran Tu veux que tu commences? Non, j'ai jamais été en Iran, malheureusement. Mais un jour, Kiki. Ensemble on ira. Ouais. Franchement, ouais. Allez, on prend le pari maintenant. Allez, on y va maintenant. Non, moi non plus, j'ai jamais été en Iran. Je pense qu'avec ce film, on va y aller, on va faire pas mal de festivals et tout, parce que le gouvernement va nous accueillir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a ni tourné en Iran et on va pas y aller non plus parce que le gouvernement, c'est compliqué. Mais du coup, on a tourné au Maroc. On a fait toutes les séquences au Maroc. Et c'était super, franchement, c'est un pays de cinéma, on l'adore personnellement. Et les mecs sont super, ils nous ont trouvé de la neige, ils nous ont trouvé un petit village. Non mais c'était quand ça va pas comme ça, ils nous ont trouvé le petit village que vous voyez au début, le petit village d'enfance de mon père, c'est traversé par une cascade. C'est un décor où il n'y avait jamais eu de caméra. Ils nous ont trouvé un truc inédit, ils nous ont fait une prison. Non, ils ont été super, hein, ils nous ont fait super bien accueillis, etc. Bonsoir, je vais faire en sorte de te poser 30 secondes parce que j'aimerais que Leïla nous parle un tout petit peu. Est-ce que Leïla, vous pouvez nous raconter ce qui résonne en vous dans ce film-là? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses qui résonnent en vous. Sinon, il est très bien. Oui, effectivement, il y a énormément de choses qui résonnent en moi. Et c'est donc ça choisit. Comme beaucoup de choses, ça fait tous.
savez, moi j'ai accepté le film en 7 pages. J'ai pas attendu de lire le scénario final parce que le parcours des parents de Kéron est extraordinaire. La solidarité, c'est un film de famille. C'est un film sur la famille. Ces gens-là ont choisi de rester à vie en famille. Ils ont choisi une famille politique. Ils ont choisi un combat. Ils ont choisi... Et ça me parle. Et puis la manière... Enfin, quand on rencontre les parents de Kéron, on comprend pourquoi Kéron aussi a choisi d'en parler de cette manière-là, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'espoir aussi. Le vrai Ibat et la vraie Ferrechte sont vraiment comme ça dans la vie. Et je le dis souvent, il faudrait un peu plus d'Ibat et de Ferrechte dans la vie. Je vous jure que ça fait du bien. Bonjour, ce serait pour demander en fait qu'est-ce que vos parents ont pensé du film. Ah, bonne question. Ils ont détesté. Écoute, il se trouve que maintenant ils sont émus, ils sont heureux. Ils ont participé à tout le processus de création du film. Je les ai beaucoup interviewés pour écrire le film, donc je voulais pas attendre et les mettre dans une salle et dire voilà, regardez. Du coup, ils sont venus, ils ont rencontré Leïla, ils ont rencontré les autres comédiens pour qu'ils puissent prendre un peu de distance justement. Ensuite, l'équipe technique leur a posé plein de questions. Ils avaient besoin par rapport à tout ce que vous voyez derrière, les tags, etc. en Iran, les costumes, les décors. Il y a vraiment la patte de l'époque parce qu'il y a le témoignage de mes parents. Et puis ensuite, ils sont venus nous rendre visite sur le tournage, une ou deux fois, par-ci par-là. Et puis ensuite, ils sont venus, quand je montais le film, je leur ai montré des rushs. Et enfin, ils ont vu le film dans une salle. Du coup, pour eux, c'est un film. C'était important que ça reste un film pour eux et qu'ils ne le voient pas en se disant c'est notre vie, ça s'est pas passé comme ça, on nous a déposé de notre histoire. Donc voilà, ils sont très contents, ils sont fiers. Mais tu sais, ils sont plus contents que leur fils ait un projet et que les gens aiment bien, que ce soit sur leur vie. Parce que même quand ils regardent des films, ils s'assoient dans la salle, ils regardent pas de film, ils regardent les gens, comment ils réagissent. T'as vu là, ça a rigolé alors que d'habitude. Et voilà, j'aurais pu faire un film sur les salades, ils auraient kiffé pareil. Y'a un micro, Julien? Bonsoir. Il y en a qu'un, quoi. Si tu veux. Je vais bien faire voler les micros aussi. Il a des... Parce qu'il a des tocs et il m'a dit reste au milieu s'il te plaît, comme ça c'est bien symétrique. Beaucoup de tocs. Donc je vais me mettre bien au milieu, comme le réalisateur m'a dit. C'est bien, c'est parfait. Bonsoir. Merci pour le film, il était superbe. En fait, j'ai pas vraiment de questions, mais c'était plus une réflexion sur un peu l'actualité et justement ce parcours de réfugié politique, le parcours qu'on se rend pas compte, les jours à passer, à traverser, etc. Voilà, je me dis, j'avais pas vraiment de questions. C'était quoi quel impact vous pensez que peut avoir un film pareil aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que c'est de devoir quitter son pays. Et je trouve que dans le film, on le retrouve vraiment, vraiment bien. Merci pour ça. Merci à toi. Quel impact il peut avoir? Aucune idée. Moi, sincèrement, j'ai voulu rendre hommage au parcours de mes parents et je vous le livre tel quel. Et puis après, chacun se fait sa réflexion. Et pour certains, c'est une comédie, ils ont passé un super moment et basta. Et d'autres, ça va leur rappeler des souvenirs. Ça va leur rappeler des souvenirs de familiaux parce qu'on vient tous un peu d'ailleurs. D'autres encore, ça va leur rappeler le combat militant en banlieue peut-être. D'autres, ça va leur rappeler qu'ils aiment profondément leurs parents ou leurs enfants ou leurs conjoints, ils vont les appeler en sortant. Je ne sais pas ce que ça va provoquer, mais ça pourrait être que positif, je pense. Merci à toi. Madame, vous avez un micro, vous posez une question. Bonsoir et merci, bravo. Alors j'ai deux questions, une bonne et une mauvaise, je commence par laquelle? Non, en fait, j'en ai vraiment qu'une. À savoir un film de Caron, d'accord,
Mais vous êtes acteur, alors ma question est peut-être idiote, mais qui est-ce qui tient la caméra? Le cadreur. D'accord, le cadreur. Non, mais c'est pas bête du tout. Déjà, il y a aucune question bête. Mais mon film préféré, c'est Forrest Gump. Et sa phrase, c'est des stupides que la stupidité. Voilà, donc il faut garder ça en tête. Il n'y a pas de question bête. Non, le réalisateur, il tient pas forcément la caméra. J'ai un cadreur qui s'occupait aussi de la lumière, le chef opérateur, exactement. C'était la même personne. Et c'est lui qui tenait la caméra. Et moi, mon travail en tant que réalisateur, ça a été de découper les scènes, de dire exactement ce que je veux et de diriger les acteurs. Donc on peut dire, c'est pas tous les réalisateurs qui tiennent la caméra. Non, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui tiennent la caméra. D'accord, d'accord. C'est vraiment le chef opérateur ou le cadreur. Mais par exemple, pour que tu te figures comment ça se passait, par exemple, on est dans une scène, on est en train de jouer ici, la caméra est ici, action, etc., on y va, on commence à jouer, ok, on la refait, nanana. Toi, refais-la comme ça, toi, ce truc-là, tu peux la faire comme ça, moi, je sais que là, j'ai merdé, on la refait une fois, deux fois, trois fois, 2 secondes. Je vais voir sur une petite télé qui s'appelle le combo, c'est le retour de tout ce qu'on a filmé, et une fois que j'ai ce que je veux, soit je retourne et on continue, soit j'ai ce que je veux, allez, on passe à autre chose. Mais heureusement que c'est pas moi qui ai cadré le... D'accord. Bah oui, non, impossible. Et alors, pour la mauvaise question, à savoir Caronne, c'est pas ton vrai prénom? Non. D'accord. Et alors, on ne sait pas vraiment pourquoi dans le film, donc est-ce qu'on peut le savoir ce Bien soir? sûr. Non, parce que j'ai commencé... en fait, j'ai toujours voulu écrire. Je me rends compte que le point commun entre tout ce que je fais, c'est à chaque fois l'écriture. J'ai envie de dire un truc, de raconter quelque chose. Et bah, j'ai grandi en banlieue, donc quand tu as 14-15 ans et que tu veux raconter un truc en banlieue, bah, tu passes par le rap en fait. Et j'ai fait du rap quand j'étais plus jeune. Et quand tu fais du rap, il te faut un pseudo. Et du coup, à l'époque, j'écoutais beaucoup Ayam et j'adorais Akhenaton. Et tout le délire un peu mystique autour de la mythologie égyptienne, tout ces trucs-là. Et moi, j'étais fan de mythologie grecque. Et j'adorais le personnage qui s'appelle Chiron, C-H-I-R-O-N, qui est un centaure. Voilà, au buste d'homme bas de cheval, et du coup il y a une symbolique que j'aime bien avec ce personnage là, parce que c'est un mélange entre la raison et l'instinct. C'est un personnage dans les lettres, dans l'art, cultivé. C'est lui qui a éduqué Achille et Ulysse par exemple, et en grec, Chiron se disait Kairon, et j'adorais la sonorité, et c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo là, et ça m'a suivi ensuite. Bonjour, merci pour le film. Je voulais vous demander quelles ont été vos influences pour vous construire en tant que metteur en scène pour faire ce film-là. Je trouve qu'il y a un côté pagnol en fait, dans votre façon de raconter votre histoire. C'est gênant parce que vous savez pas que vous avez en face de vous un mec qui, avant de faire son film, avait vu 10 films dans sa vie. Et quand tu dis on dirait Pagnol, les gens font oui, c'est vrai, c'est pas faux. Moi je suis là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, je parle de Marcel évidemment. Alors comment sincèrement, j'ai fait avec ce que j'avais dans la tête, comment je voyais le truc. Ce serait de me foutre de ta gueule que de dire écoute, ouais, j'ai une référence par rapport à Coppola, j'ai vu ce plan-là, ici, ça c'est Zemeckis, tu vois. Pas du tout, je l'ai fait comme je le voyais, et puis après j'avais la chance d'avoir un super chef-op, cadreur également, et puis un bon storyboarder, et puis toute l'équipe était là, et donc entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on tournait, j'avais peu de chance de me gaufrer, parce que j'ai une qualité, c'est que je sais reconnaître quand une idée est bonne, et que je m'entoure bien. Donc quand moi j'ai pas la bonne idée, mais que quelqu'un propose une bonne idée, ben, on prend cette idée-là et on travaille dessus. Donc du coup, comme il n'y avait que des gens bienveillants et compétents, bah, ça s'est fait très naturellement, et en tout cas c'est un compliment Pagnol, donc je le prends avec grand plaisir. Bonsoir, d'abord merci pour ce film. Alors j'espère que ce n'est pas une question trop personnelle, c'est par rapport à tes parents. Alors moi-même, je suis originaire d'un pays où faire de la politique c'est difficile. Où? L'Algérie. Bon, c'est moins hardcore que l'Iran, mais quand même. Et donc à l'université, j'étais militant, enfin, comme la plupart des étudiants, tout ça. Et puis un beau jour, je me suis dit, il est temps que tu pars, que tu fasses ta vie. Donc je voulais savoir par rapport à tes parents qui se sont engagés,
ton père qui a fait de la politique, qui était emprisonné, torturé, tout ça. Est-ce que, quelque part, il était prêt à mourir en Iran, et puis un jour, il est parti, et puis il a décidé de plus rentrer dans son pays natal. Je voulais savoir si il avait d'armoire, si il était satisfait pleinement d'être en France, tout ça. Parce que moi, je me dis, j'ai milité, puis moi, maintenant, je fais ma vie en France. Je regarde plus en arrière, et donc je me pose la question. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Il n'a pas quitté l'Iran et abandonné ses idées politiques. À la base, même je le dis dans le film, c'est Nasser le dit, t'inquiète pas, Frérichet, c'est temporaire, hein. Moi non plus, j'ai pas envie de partir. Parce que dans leur tête, dans la tête du parti, il fallait vite faire sortir les têtes pensantes du parti, parce que ça devenait trop dangereux pour eux, mais ils devaient continuer à œuvrer de l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé quand on arrive en Turquie. Il y a une ellipse qui dit, et après une année de clandestinité, il y a eu une année totale de clandestinité, où ils continuent à militer de l'extérieur. Et ensuite, il ne peut pas rester un clandestin en Turquie, donc ils devaient aller dans un pays pour s'installer, mais même les premières années en France, ils étaient encore en Iran. Ils étaient en France, ils travaillaient en France, ils vivaient en France, mais leur tête était en Iran, leur cœur était en Iran, et tout l'argent qu'ils gagnaient, on le voit avec l'image avec le petit qui dit ça c'est pour l'Iran, on n'est pas riche, et bien tout était pour l'Iran. Et puis, moi j'ai commencé à grandir, puisque la vie, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça avait tellement peu d'impact ce qu'ils faisaient, ils étaient tellement loin et puis ils se sentaient tellement impuissants qu'un jour ils se sont dit mais on est là, on a de quoi élever notre fils dans un climat au moins de sécurité, personne va venir nous réveiller à 3h du mat pour nous torturer, personne va appeler, il y a plus ce délire là, donc qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à l'Iran, on a enfin pris conscience qu'on a donné notre vie pour la liberté de ce pays, et que c'est pas nous qui la verrons libre aujourd'hui en tout cas. Donc, on va rester en France, mais toute cette énergie qu'on a, on va la mettre à profit d'une autre cause. C'est pas ils ont arrêté de militanter et maintenant on va à Nice et on se pose sur la plage. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, on va lutter contre quoi maintenant? Et bien, on habite en banlieue. Le nouvel ennemi, c'est l'illettrisme, c'est le manque de solidarité, c'est le manque de culture, c'est la violence physique, verbale, c'est l'éducation, c'est la prévention. Et ils ont mis toute leur énergie là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas regretter ou avoir des remords, parce qu'ils ont continué à militer et je sais qu'ils militeront jusqu'à la fin de leur vie. J'ai niqué l'ambiance, j'ai senti que... Bonsoir, je voulais revenir sur le fait que ce film est très ancré dans l'actualité. Ziad Bouna, ça fait 10 ans. Je voulais savoir quel regard vous portez tous les deux sur la banlieue aujourd'hui, même si tu as voulu, dans le film, on sent bien voilà, ton regard que tu veux nous proposer, mais plus amplement le regard que tu portes aujourd'hui sur les banlieues. C'est celui-là, mon regard. C'est clairement celui-là. Je sais d'où je viens. Et pour moi, quand on dit banlieue, oui, il y a effectivement il y a des mauvais côtés, oui. Mais l'immense majorité de ce qui se passe en banlieue est positif. L'immense majorité. Il y a des gens pleins d'énergie qui œuvrent au quotidien, qui ont des rêves, qui ont de l'espoir, qui ont plein d'envie. Il y a de la solidarité, il y a une mixité culturelle, sociale, idéologique. Il y a un truc de on est tous différents et on s'apporte tous quelque chose. Et moi j'aime cette énergie en banlieue. Et pour moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je n'habiterai pas en banlieue. Et c'est comme ça que pour moi je la vois la banlieue. À travers les yeux de mon père, il me racontait, quand j'étais petit je me plaignais, il disait putain mais regarde ce truc là-bas, etc. Il disait oui mais il y a des pays où il se passe ça et ça. Et ce petit truc là-bas, en vrai c'est rien si tu prends un peu de recul. Donc moi j'ai un regard plus que positif sur la banlieue. J'ai une petite question. Il y a un an, j'ai reçu un mail. Comme quoi tu recherchais un sosie ou un. Voilà, tout le monde s'entend, vous comprenez. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai fait ça, c'est ça? Ouais, j'aurais bien aimé savoir ce que j'aurais pu faire. Alors, non mais c'est un peu... J'aime bien parce que ce soir on a des questions qu'on a rarement, on voit jamais, mais c'est kiffant. Alors, je vais te dire pourquoi. En fait, alors déjà j'ai reçu un mail, vous allez pas comprendre. Mon
dans mon ancien spectacle, comme il y avait beaucoup d'improvisation, et du coup j'avais fait un cadeau, je prenais les mails des gens, et à la fin quand ils rentraient chez eux, je leur envoyais un mail en leur disant si tu as envie de revenir voir le spectacle, parce qu'il change tout le temps, et ben t'es invité à vie. Donc j'ai une base de données de 80 000 mails, voilà, et du coup à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, j'envoie, voilà, il faut un plombier, non, pas ça. Par exemple, quand on a fait la figure pour le film, j'avais pas envie d'avoir des figurants de métier. Si on en a ça, il faut pas mal le prendre. Mais un figurant de métier, c'est quelqu'un qui peut être un peu blasé, qui arrive à 9h, qui était la veille sur un autre tournage, il ne veut pas dépasser de 5 minutes, il est dans son texto, il est un peu truc. Je voulais que des gens qui avaient envie d'être là, qui étaient en kiff d'être là. Donc j'ai envoyé à mes 80 000 contacts en disant, les amis, on prend des figurants, je veux prendre en priorité vous, qui êtes venus à mon spectacle, qui m'avez soutenu, qui êtes là. Et on a pris beaucoup de figurants, et l'ambiance, t'as vu comme elle était folle, ils étaient contents, ils prenaient des photos, ils étaient à Disneyland, et c'est kiffant, mais vraiment, et c'est kiffant d'avoir des gens qui sont contents d'être là. Et donc, quand j'ai préparé quand on était dans la préparation du film, on a envisagé on s'est posé la question, comment j'allais diriger en étant dans la scène. Et à un moment donné, on s'est dit, ce serait peut-être bien d'avoir une doublure. C'est-à-dire que quand la caméra est sur moi, je parle à Leïla, et ben je suis là et je fais la scène. Et quand c'est à elle de répondre et que la caméra est là, moi je parle derrière la caméra, j'observe, et là on met ma doublure qui me ressemble un peu, et on voit juste les oreilles, le bout des cheveux, etc. Et on croit que c'est moi. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la mailing list, et on a auditionné des comédiens, etc. Et puis on s'est rendu compte au bout de 2 jours que ça ne fonctionnait pas. Donc on a arrêté, on l'a mis de côté. Mais voilà pourquoi on a envoyé ce mail. Bonsoir. Déjà, tout d'abord, un grand merci parce que ce film, je suis un peu cueilli parce que c'est un peu une bouffée d'air pur. Moi, le mot qui me vient, c'est bienveillance. Je pense que ton papa était quelqu'un de bienveillant et tu es forcément quelqu'un de bienveillant parce que le message est passé. Moi, là-bas, j'étais venu pour Laïla parce que j'étais fan. C'est mon épouse qui m'a dit tu peux venir si tu veux, donc j'ai accepté. Merci. Et en tout cas, donc, vraiment, voilà, le mot-clé pour moi c'est bienveillance, et je crois qu'on a cruellement besoin de ça actuellement, surtout en ce moment. Donc merci beaucoup. Et la deuxième question, là, c'est pour la musique, c'est pour savoir tes choix de musique. Moi je suis musicien, je fais de la musique documentaire, donc ça m'intéresserait de savoir comment tu sélectionnes les musiques, est-ce que c'est toujours le cas sur les oreilles, quand tu réalises ton film. Je suis quelqu'un qui se déconcentre au bout de 7 secondes dans la vie. Je me déconcentre très très vite, c'est très dur de me garder captivé. Et du coup, pour tout ce que j'écoute en musique, je remarque qu'il y a un lien à chaque fois. Le lien, c'est que ça se retient facilement, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime écouter. Même par exemple, on prend de la musique classique, dès que ça va monter dans tous les sens, ça va me saouler très vite. Mais une petite boucle qui va tourner au piano avec des choses qui se rajoutent dessus, je vais aimer. Du coup, je pense avoir vu que j'ai des goûts assez simples, je pense avoir les goûts du grand public. Et du coup, comment on a choisi les morceaux, c'est avec mon producteur, on s'est envoyé des liens YouTube pendant 1 année. Tous les jours on s'envoyait, et pour cette scène-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on a épuisé YouTube, et puis on a choisi ensemble tous les morceaux. Et si vous regardez bien, le point commun de tous ces morceaux, c'est que les mélodies, la boucle dure peu de temps. Du coup, en 2 passages, vous avez le temps de l'imprimer dans votre tête, et vous l'aimez. Et voilà, très honnêtement, voilà qu'on a choisi les morceaux.